Le bonheur est devenu une obligation morale. À un moment donné, au cours des dernières décennies, la société occidentale a décidé que être triste, anxieux ou simplement insatisfait n'était pas seulement malheureux, mais inacceptable. Un échec personnel qui doit être corrigé par des affirmations positives, une gratitude forcée et le sourire perpétuel de quelqu'un qui a trop bu du doux poison de la pensée positive. Cette tyrannie de la joie obligatoire n'est pas accidentelle. Elle est le produit d'une industrie valant des milliards de dollars qui a découvert que vendre de l'espoir est plus rentable que vendre la vérité, que faire courir les gens après un bonheur inatteignable les transforme en consommateurs perpétuels de livres, séminaires, applications et produits qui promettent de transformer leur vie si seulement ils changent leur état d'esprit. Schopenhauer l'avait prévu il y a presque 2 siècles lorsqu'il a averti que la vie est essentiellement souffrance et que ceux qui promettent le contraire sont des charlatans ou des illusionnés. Mais son message sombre ne vend pas de cours en ligne, ne remplit pas les stades avec des discours de motivation, ne génère pas de contenu viral sur les réseaux sociaux. Et ainsi, la vérité inconfortable est enterrée sous des couches de positivité toxique qui insistent sur le fait que chaque problème est simplement une opportunité déguisée, que chaque échec est une leçon, que la réalité objective est moins importante que votre attitude subjective à son égard. La culture moderne de l'optimisme fonctionne selon la logique d'une religion séculière. Elle a ses prophètes sous la forme de gourous du développement personnel qui prêchent depuis des scènes illuminées avec la certitude de quelqu'un qui a vu la lumière. Elle a ses textes sacrés sous la forme de best-sellers dont les titres promettent des secrets anciens pour une abondance infinie. Elle a ses rituels sous la forme d'affirmations matinales, de tableaux de vision et de pratiques de gratitude qui doivent être effectuées avec une dévotion religieuse. Et comme toute religion, elle a ses hérésies, la pensée négative, le réalisme, le scepticisme, toute forme d'analyse critique qui suggère que peut-être les choses ne fonctionnent pas toujours simplement parce que vous y croyez assez fort. Les hérétiques sont punis non pas par le feu, mais par l'exclusion sociale, par des accusations de toxicité, d'attirer l'énergie négative, d'être responsables de leur propre malheur en refusant de voir le verre à moitié plein. Cette idéologie de l'optimisme obligatoire sert des fonctions sociales spécifiques qui sont rarement examinées. Elle maintient les gens concentrés sur la transformation personnelle plutôt que sur le changement structurel. Si tous vos problèmes résultent de votre état d'esprit négatif, alors la solution ne nécessite pas de remettre en question les systèmes économiques qui concentrent une richesse obscène entre les mains de quelques-uns, alors que des millions peinent à survivre. Elle ne nécessite pas d'examiner les structures politiques qui perpétuent l'inégalité. Elle ne nécessite pas de faire face aux réalités environnementales qui menacent l'habitabilité de la planète. Elle vous demande simplement de changer votre façon de penser, de mieux visualiser, d'être plus reconnaissant, de sourire malgré la douleur. C'est l'opium parfait pour les masses du XXIe siècle, un que les gens administrent volontairement tout en payant pour ce privilège. La psychologie positive, le domaine académique qui a émergé avec la noble intention d'étudier le bien-être humain plutôt que la simple pathologie, a été détourné et déformé en une pseudo-science justifiant cette tyrannie du bonheur. La recherche légitime sur la résilience et la gratitude a été simplifiée à la caricature, transformée en affirmation absolue qui ignore les contextes, les nuances et les limites. Des études montrant que la gratitude peut améliorer modérément le bien-être dans certaines populations sous certaines conditions deviennent des mandats universels selon lesquels tout le monde doit tenir un journal de gratitude, peu importe la légitimité de leur plainte. La véritable science, avec toute sa complexité et ses résultats contradictoires, est remplacée par une version simplifiée qui confirme ce que l'industrie de l'auto-assistance vendait déjà. La cécité causée par un optimisme extrême n'est pas métaphorique. C'est une incapacité littérale à voir des informations qui contredisent le récit positif. Lorsque vous êtes convaincu que tout arrive pour une raison, que l'univers conspire en votre faveur, que vous n'attirez que ce que vous émettez, alors toute preuve contradictoire doit être ignorée ou réinterprétée. L'employé licencié n'était pas une victime d'une restructuration d'entreprise impitoyable. Simplement, l'univers le réoriente vers sa véritable vocation. La personne malade ne souffre pas d'une pathologie biologique aléatoire. Elle n'a simplement pas pensé de manière suffisamment positive pour guérir son corps.
La victime de violence n'a pas vécu une violence injustifiée. D'une manière ou d'une autre, elle a attiré cette expérience avec son énergie. Cet exercice mental visant à préserver une vision optimiste du monde nécessite des niveaux extraordinaires de déni qui finissent par s'effondrer sous le poids de la réalité, mais seulement après avoir causé des dommages psychologiques importants. Schopenhauer soutenait que la volonté, cette force aveugle qui anime toute existence, est fondamentalement irrationnelle et que la souffrance est inévitable dans un univers dépourvu de buts bénévolents. L'optimiste moderne rejette cette vision comme déprimante, mais leur rejet ne la rend pas moins vraie. Des preuves accablantes tirées de l'histoire humaine, de la nature et de l'observation simple de la vie quotidienne suggèrent que la souffrance est omniprésente et que beaucoup d'entre elles ne servent aucun but rédempteur. Les enfants meurent de maladies cruelles sans apprendre de leçons précieuses. Les innocents sont détruits par une violence arbitraire sans que l'univers n'offre de compensation. Des efforts honnêtes et dévoués échouent, tandis que les tromperies prospèrent. Reconnaître ces réalités n'est pas du pessimisme. C'est simplement refuser de mentir sur la nature de l'existence. La positivité toxique a un coût psychologique particulier pour ceux qui souffrent déjà. Lorsqu'une personne souffrant de dépression est bombardée de messages lui disant qu'elle doit simplement penser différemment, que le bonheur est un choix, qu'elle devrait être reconnaissante pour ses bénédictions, l'effet n'est pas motivant. Il est profondément aliénant. Le message implicite est que leur souffrance est de leur faute, que s'ils avaient plus de discipline mentale, ils pourraient simplement décider d'aller mieux. Cela ajoute une couche de culpabilité et de honte à la souffrance préexistante. La personne dépressive n'est maintenant pas seulement déprimée, mais aussi honteuse de l'être, ayant le sentiment d'avoir échoué dans la tâche fondamentale de maintenir une attitude positive. Cette dynamique ne favorise pas la guérison. Elle favorise l'isolement, car la personne apprend rapidement que l'expression de sa douleur sincère sera accueillie par des platitudes vides sur le pouvoir de la pensée positive. L'industrie construite autour de l'optimisme obligatoire est vaste et extraordinairement lucrative. Les livres d'auto-assistance génèrent des milliards de dollars de ventes annuelles, chacun promettant la formule ultime du bonheur que, d'une manière ou d'une autre, les milliers de livres précédents avec des promesses identiques n'ont pas réussi à tenir. Les séminaires de motivation facturent des milliers de dollars pour le privilège d'être crié dessus par un millionnaire qui insiste sur le fait que vous pouvez aussi devenir millionnaire si vous le souhaitez suffisamment fort, omettant commodément les avantages structurels, les connexions et, dans de nombreux cas, la simple chance qui ont contribué à leur propre succès. Les coachs de vie, une profession qui nécessite une certification minimale et offre des résultats impossibles à mesurer, prolifèrent comme des champignons après la pluie, chacun vendant sa version légèrement modifiée du même message de base. Vous êtes le problème. Vous êtes aussi la solution. Et pour une modeste cotisation mensuelle, je peux vous guider vers votre meilleure version. Cette commercialisation de l'optimisme révèle sa véritable nature. Ce n'est pas une découverte philosophique sur la nature de la réalité. C'est un produit conçu pour générer des revenus récurrents. Et comme tout produit réussi, il crée le besoin qu'il prétend satisfaire. Avant qu'on ne vous dise que vous devriez être reconnaissant à chaque instant, que vous devriez visualiser votre avenir parfait, que vous devriez maintenir des vibrations positives constantes, vous ne ressentiez probablement pas qu'il y avait quelque chose de fondamentalement mauvais à vivre la gamme normale d'émotions humaines, qui inclut la tristesse, la frustration, l'anxiété et l'insatisfaction. Mais l'industrie de la positivité vous a convaincu que ces états sont des problèmes nécessitant une correction, et elle offre commodément les outils pour cette correction en échange de votre argent et de votre temps. Un optimisme extrême corrompt également la capacité à planifier efficacement pour l'avenir. Une planification sensée nécessite de considérer les obstacles possibles, d'identifier les risques potentiels et de développer des plans de contingence lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Mais dans la vision du monde de la pensée positive, se concentrer sur les problèmes possibles revient à manifester ces problèmes. C'est attirer la négativité avec une énergie douteuse. Ainsi, les gens sont encouragés à visualiser uniquement les scénarios les meilleurs possibles et à faire confiance au fait que l'univers prendra soin des détails. C'est une recette pour le désastre. Les entrepreneurs qui refusent de faire une analyse réaliste du marché
parce que cela reviendrait à une pensée négative, finissent par perdre toutes leurs économies. Les personnes qui refusent de considérer que leur relation pourrait échouer se retrouvent dévastées et non préparées lorsque, inévitablement, certaines relations prennent fin. Le déni des risques potentiels ne les élimine pas. Il garantit simplement que vous serez pris au dépourvu. Il existe une différence cruciale entre l'espoir sincère et l'optimisme toxique. L'espoir reconnaît la difficulté de la réalité, mais maintient la possibilité que l'effort puisse conduire à une amélioration. Il est réaliste face aux obstacles, mais ne renonce pas devant eux. L'optimisme toxique, en revanche, nie l'existence ou l'ampleur des obstacles, insiste sur le fait que tout va fondamentalement bien ou que tout problème peut être résolu avec le bon état d'esprit. L'espoir inspire une action sincère, car il reconnaît qu'il existe de vrais problèmes nécessitant de véritables solutions. L'optimisme toxique paralyse l'action, car si tout est déjà parfait ou se résoudra tout seul si l'on visualise correctement, alors il n'y a pas besoin d'efforts difficiles et soutenus. La culture d'entreprise a adopté avec enthousiasme l'idéologie de la positivité obligatoire, car elle sert parfaitement leurs intérêts. Les employés qui croient que leurs problèmes au travail résultent de leurs propres attitudes négatives n'organisent pas de syndicats, ne réclament pas de meilleures conditions et ne remettent pas en question les décisions managériales qui privilégient le profit au détriment du bien-être. Au lieu de cela, ils assistent à des séminaires de pleine conscience, sponsorisés par l'entreprise, où ils apprennent à accepter des conditions de travail exploitantes avec une équanimité zen. La positivité d'entreprise est un mécanisme de contrôle brillant qui transforme les plaintes légitimes concernant des structures de travail injustes en problèmes individuels de gestion du stress. Le problème n'est pas que vous soyez payé de manière inadéquate, tout en travaillant des heures excessives. Le problème est que vous n'êtes pas suffisamment reconnaissant de l'opportunité d'être exploité. Les médias sociaux ont amplifié la tyrannie de l'optimisme à des niveaux auparavant impossibles. Tout le monde est contraint de créer des versions soigneusement éditées de leur vie qui projettent un bonheur constant, un succès inébranlable et une gratitude perpétuelle. La vie réelle, avec toute sa complexité, ses échecs, ses moments de doute et de désespoir, est soigneusement éliminée de l'existence publique. Le résultat est que chacun compare ses réalités internes désordonnées aux façades polies des autres, se sentant inadéquat parce que sa vie ne ressemble pas aux mensonges soigneusement construits qu'il voit sur son écran. Et la solution proposée à cette souffrance n'est pas de reconnaître la fausseté fondamentale des représentations sur les réseaux sociaux, mais de travailler plus dur sur sa propre marque personnelle de bonheur performatif, perpétuant ainsi le cycle. Schopenhauer avait une vision particulière du plaisir, soutenant qu'il n'est que l'absence temporaire de douleur plutôt qu'un état positif en soi. Cette perspective, bien que sombre, contient une vérité que l'optimiste moderne refuse de considérer. Une grande partie de ce que nous appelons le bonheur n'est en réalité qu'un soulagement momentané face à une souffrance constante. La satisfaction de manger n'existe que parce que vous avez d'abord ressenti la faim. Le plaisir du repos n'a de sens que dans le contexte d'une fatigue préalable. La joie de la réussite est proportionnelle à l'anxiété qui l'a précédée en raison de l'incertitude du résultat. Reconnaître cela ne diminue pas la valeur de ces moments positifs, mais les contextualise dans une réalité plus complète qui inclut la souffrance comme l'état de base dont nous sortons temporairement. L'optimisme extrême nuit également aux relations interpersonnelles de manière subtile mais significative. Lorsque seules les émotions positives sont autorisées à s'exprimer, lorsque chaque conversation doit se terminer par un message édifiant, lorsque la douleur authentique est rencontrée avec des tentatives précipitées pour la reformuler comme une opportunité de croissance, la véritable intimité devient impossible. Une connexion authentique entre êtres humains nécessite la capacité d'être présent avec toute la gamme de l'expérience, y compris les moments sombres. Elle exige des témoins capables de rester avec votre douleur sans essayer immédiatement de la réparer ou de la reformuler. Les amitiés superficielles basées sur une positivité performative peuvent se multiplier, mais les relations profondes qui soutiennent les personnes dans des moments vraiment difficiles deviennent rares, car personne n'a appris à tolérer l'inconfort de la souffrance authentique. Le déni de la mort est peut-être la manifestation la plus extrême de l'optimisme toxique. Dans une culture obsédée par la pensée positive, la mort est le problème ultime qui ne peut être résolu par une meilleure attitude. Et ainsi,
au lieu d'intégrer la mortalité comme une partie fondamentale de l'existence humaine, quelque chose que les philosophes, des stoïciens aux existentialistes, ont affirmé comme essentiel pour vivre authentiquement, la culture moderne fait simplement semblant qu'elle n'existe pas. Les mourants sont cachés dans des institutions. Le deuil est pathologisé s'il dure plus de quelques semaines. Parler de la mort est considéré comme morbide plutôt que réaliste. Ce déni ne rend pas la mort moins inévitable. Il garantit simplement que, lorsqu'elle arrive, comme elle le fait inévitablement, les gens sont complètement démunis psychologiquement ou philosophiquement pour y faire face. Il existe une part de suprématie privilégiée dans une grande partie du discours sur la pensée positive. Il est beaucoup plus facile de maintenir une attitude de gratitude lorsque vos besoins fondamentaux sont assurés, lorsque vous ne vous inquiétez pas de savoir d'où viendra votre prochain repas ou si vous aurez un abri ce soir. Les gourous de l'optimisme prêchent généralement depuis des positions de privilèges matériels considérables, et leurs audiences les plus réceptives ont tendance à être celles qui ont suffisamment de stabilité pour se permettre le luxe de s'inquiéter de l'auto-actualisation plutôt que de la simple survie. Dire à quelqu'un dans une extrême pauvreté qu'il lui suffit de visualiser l'abondance n'est pas une sagesse spirituelle. C'est une cruauté qui blâme les victimes d'injustices structurelles pour leur propre oppression. Le paradoxe ultime de l'optimisme obligatoire est qu'il ne produit en réalité pas un bonheur durable. Des études longitudinales montrent que poursuivre le bonheur directement comme objectif tend à rendre les gens moins heureux, pas plus. Le véritable bonheur a tendance à être un sous-produit de vivre avec un but, de se connecter sincèrement avec les autres, de s'engager dans un travail significatif, et non de répéter des affirmations devant le miroir chaque matin. Mais cette vérité ne peut pas être emballée et vendue aussi facilement que la promesse qu'un changement d'état d'esprit résoudra tous vos problèmes. Vivre avec un but nécessite d'affronter des vérités difficiles sur soi-même et sur le monde. Cela demande du sacrifice, de l'engagement, de la tolérance à l'échec. Ce ne sont pas des marchandises qui peuvent être consommées et par conséquent, elles ne sont pas promues par une industrie basée sur la vente de solutions rapides. Le rejet de la pensée critique est peut-être le mal le plus insidieux causé par la culture de l'optimisme extrême. Remettre en question les récits dominants, identifier les incohérences, souligner lorsque l'empereur est nu, toutes ces fonctions sont essentielles pour un esprit sain évoluant dans une société complexe. Mais dans le cadre de la pensée positive, ces activités sont classées comme de la négativité, une résistance au flux, une faible énergie qu'il faut éviter. Le résultat est une population formée à accepter les récits sans examen critique, confondant un scepticisme sain avec un cynisme destructeur et ayant perdu la capacité de distinguer le pessimisme authentique du réalisme nécessaire. Schopenhauer croyait que l'art et la contemplation philosophique offraient une échappatoire temporaire à la volonté aveugle qui nous pousse vers une souffrance perpétuelle. Mais cet échappatoire, soutenait-il, nécessite d'affronter directement la nature de la souffrance, et non de la nier. La tragédie grecque, l'art sombre, la philosophie pessimiste, toutes ces traditions comprennent qu'il y a de la valeur et même une catharsis à reconnaître et à explorer les aspects sombres de l'existence. L'optimisme toxique élimine ces valves de secours en insistant sur le fait que seul le contenu édifiant, inspirant et positif a de la valeur. Cette censure émotionnelle n'élimine pas les sentiments sombres. Elle les force simplement à entrer dans l'inconscient où ils fermentent sans possibilité de traitement conscient. L'infantilisation de la souffrance est un autre symptôme de cette culture. Les adultes sont encouragés à utiliser un langage généralement réservé aux jeunes enfants lorsqu'ils parlent de difficultés. Les problèmes deviennent des défis amusants. Les échecs sont des opportunités d'apprentissage. La douleur est une croissance déguisée. Ce langage n'est pas accidentel. Il infantilise les personnes, les plaçant dans une posture psychologique de dépendance où elles ont besoin de gourous et de coachs pour naviguer dans des réalités que des adultes fonctionnels devraient pouvoir affronter avec une honnêteté simple. Un adulte peut reconnaître que parfois, les choses sont tout simplement terribles sans avoir besoin de trouver le côté positif caché. Un enfant a besoin que chaque expérience négative soit reformulée pour protéger sa fragile psyché. La culture de l'optimisme toxique traite tout le monde comme des enfants incapables de supporter la vérité. La véritable spiritualité a également été corrompue par cette tendance.
Les traditions anciennes qui offraient des chemins complexes vers la compréhension, qui reconnaissaient la nécessité de confronter l'ombre, qui ne promettaient pas le bonheur mais peut-être la sagesse ou la libération du cycle du désir, ont été réduites à des versions simplifiées qui promettent l'abondance et la manifestation des désirs. Le bouddhisme, une philosophie qui commence par la noble vérité que la vie est souffrance, est reconditionnée en une technique de pleine conscience pour augmenter la productivité au travail. Les pratiques méditatives conçues pour confronter l'illusion de l'ego sont vendues comme des outils pour construire un ego plus fort et plus réussi. Ce n'est pas une évolution spirituelle. C'est une colonisation commerciale des traditions sacrées. La question de l'utilité du pessimisme, le réalisme sombre que représentait Schopenhauer, est rarement posée de manière sincère. Mais la réponse est claire. Il sert de contrepoids nécessaire à la tendance humaine à l'illusion. Il rappelle que toutes les histoires n'ont pas une fin heureuse et que faire semblant du contraire ne change pas cette réalité. Il constitue une base pour construire des attentes réalistes qui ne vous détruiront pas lorsque la vie ne répondra pas inévitablement à des visions trop optimistes. Il agit comme un vaccin contre l'exploitation par ceux qui chercheraient à vendre de faux espoirs en échange de votre argent et de votre pouvoir. Le pessimisme, lorsqu'il ne devient pas un nihilisme paralysant, est simplement une honnêteté sur la nature de l'existence. La véritable santé mentale n'est pas l'absence de pensées négatives. C'est la capacité à ressentir et à traiter toute la gamme des émotions humaines sans devenir piégé définitivement dans l'une d'elles. C'est la capacité à reconnaître quand les choses sont objectivement terribles sans sombrer dans le désespoir, et à apprécier les moments de beauté et de connexion sans l'anxiété qu'ils doivent être préservés pour toujours. C'est la résilience qui vient du fait d'affronter de véritables difficultés et de découvrir que l'on peut survivre, et non une fausse confiance qui provient de la répétition d'affirmations sur votre invincibilité. L'industrie de l'optimisme vend une version appauvrie du bien-être psychologique qui confond la suppression émotionnelle avec la santé mentale. L'héritage de l'optimisme toxique sera une génération formée à sourire face à l'effondrement, à être reconnaissante pour des miettes pendant que d'autres célèbrent, à se blâmer pour les échecs systémiques. Nous voyons déjà les fissures. Les taux de dépression et d'anxiété continuent d'augmenter malgré, ou peut-être en partie à cause de, l'omniprésence du discours sur la pensée positive. Les gens sont épuisés de maintenir une performance constante de bonheur. Le cynisme grandit en tant que réponse naturelle aux promesses non tenues répétées que l'optimisme résoudra tous les problèmes. La question n'est pas de savoir si ce système s'effondrera finalement sous le poids de ses propres contradictions, mais ce qui le remplacera. Et ainsi le miroir tourne encore une fois, ne reflétant pas des vérités confortables, mais des réalités que vous avez évitées parce qu'on vous a dit que les reconnaître était négatif. Vous avez passé des années à poursuivre une version du bonheur conçue pour être inaccessible, achetant des produits et des services qui promettaient de vous le livrer, vous blâmant lorsqu'ils échouaient inévitablement. Vous avez réprimé des émotions légitimes parce qu'on vous a dit qu'elles étaient toxiques. Vous avez feint la gratitude que vous ne ressentiez pas parce que l'alternative aurait été d'admettre que tout n'allait pas bien. Vous avez gardé ce sourire jusqu'à ce que votre visage fasse mal. Et quelque part dans le processus, vous avez perdu la capacité de distinguer ce que vous ressentez vraiment de ce que vous êtes censé ressentir. La vraie question n'est pas de savoir si un optimisme extrême vous a aveuglé. C'est si vous êtes prêt à enlever le bandeau et à regarder directement la réalité que vous avez évitée. Schopenhauer observerait avec ce sourire à moitié sombre, non surpris que 500 ans après avoir écrit sur la nature de la souffrance humaine, les gens cherchent encore désespérément des philosophies qui leur disent qu'elles n'existent pas vraiment. La vérité reste vérité, peu importe combien d'affirmations positives vous répétez. Et peut-être, juste peut-être, il y a plus de liberté à reconnaître cette vérité qu'à passer votre vie à fuir cette dernière vers des promesses de bonheur garanties de plus en plus vides.